La matinale de l'EF. Bonjour Paul Picaretta. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Vous êtes directeur de publication, rédacteur en chef de la revue Limite, qui publie son 8e numéro au mois d'octobre. Alors, je commence donc cette interview. Ne doit-on pas faire une différence entre limite et borne, Paul Picaretta? Ainsi, la borne, c'est l'extrémité, la fin de l'étendue, de la durée. Si les bornes kilométriques forment une continuité parce qu'elles sont ajoutées les unes après les autres, elles sont en elles-mêmes la fin du kilomètre, ce après quoi le kilomètre n'est plus. À l'inverse, la limite, c'est ce qui sépare deux espaces qui peuvent en former un seul dans notre présentation. Cela ne veut pas pour autant dire que la limite est forcément artificielle. La rivière peut être une limite entre deux espaces, mais que la limite est contingente en ce que je peux ne pas me représenter la rivière comme une séparation, mais comme faisant partie intégrale de cet espace unique. Alors la limite serait ce que je m'impose, je limite mon esprit, mais je peux aussi avoir un esprit borné, morné à l'ouverture qui me fait penser, critiquer, réfléchir. La revue de mon invité ce matin pose une limite, c'est vrai, c'est son titre, mais permet au lecteur de ne pas dépendre de bornes qui seraient fixées en lui, par lui. Je laisse les questions ouvertes. La revue invite des personnalités qui ne pensent pas comme elle ouvre le débat, joue de la contradiction. Frédéric Tadei, Noël Mamère ou Nathalie Heinisch qui dit à votre propos d'ailleurs « Je considère comme normal, contrairement à mes détracteurs, de dialoguer avec des gens qui ne sont pas du même bord ». Tiens, j'aurais pu parler de bordure aussi. Il y a ici une double influence, l'écologie intégrale par son inspiration anarchiste, anticapitaliste, et le christianisme, ou plus précisément dans votre vue, le catholicisme. Vous direz, cher Paul Picaretta, que l'un et l'autre sont liés. C'est sûrement vrai historiquement, mais ne peut-on pas les détacher pour trouver de nouvelles idées? Ainsi, je suis étonné d'entendre parler à votre propos et par vous-même d'inspiration chrétienne, confère juin 2015 Laudato Si, l'encyclique où le pape dénonce une démesure anthropocentrique et la culture du déchet, alors que le travail, dans votre revue, le travail est expliqué par des références à la Bible, que l'économie eucharistique fait le sujet d'un grand éditorial. Alors que l'un de vos penseurs de référence, Jacques Ellul, disait que la Bible était un texte qui approfondissait les questions, qui était une source de décentrement et dans lequel il n'y avait pas de réponse, ce qui permettait d'ailleurs selon lui de faire la distinction entre la foi et la croyance. Ne peut-on pas dire que dans le respect, respectable, point d'interrogation d'une limite, il y eut de surcroît l'obligation de respecter une borne? Pourquoi parler d'inspiration chrétienne quand il semble y avoir bien plus qu'une influence déterminante, un respect exégétique du catholicisme? Vous m'avez dit avant l'émission, vous répondez à ce que vous voulez, ma première question. Essayons de répondre à la question tout de même. Ouais. Oui, sur le catholicisme. Alors, on est effectivement une revue d'inspiration chrétienne pour la simple et bonne raison que, factuellement, les personnes qui écrivent dans cette revue ne sont pas tous catholiques, voire même pas tous chrétiens. Il y a aussi des personnes d'autres religions, des musulmans, il y a des juifs. On va pas faire... voilà, c'est un peu l'Arche de Noé. La revue, il y a des athées, etc. D'inspiration chrétienne, parce que c'est vrai que culturellement, on aime ouvrir l'évangile, on aime regarder la tradition chrétienne de la France, de l'Europe, parce que c'est là où on va puiser une force, je dirais, toute notre vigueur, on va la puiser là-dedans. Et je dirais qu'on est... Alors, catholique me gêne toujours parce que je pense qu'on est d'abord concentré sur la personne du Christ et à partir du Christ va se dégager une force révolutionnaire qui nous permet justement la subversion, etc., sans tomber dans la pose un peu facile. J'espère qu'on n'est pas dans la pose, en tout cas quand on prétend renverser la table où les dés sont pipés, comme disait Bernanos. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais effectivement, donc on n'est pas catholique au sens, enfin la revue n'est pas confessionnelle, en tout cas c'est pas une revue religieuse, et je ne suis pas certain non plus qu'on aille chercher les fondements de notre anthropologie dans le christianisme sur la question du travail, etc. On va justement, vous l'avez signalé, chercher plusieurs traditions, que ce soit le marxisme, l'ellulisme, etc. Donc c'est une revue qui se veut, qui sait où elle va et qui ne sait pas trop d'où elle vient. Il y a quand même une différence d'article. Alors, je faisais référence à cet article qui construit le travail en disant, vous savez, la semaine de 6 jours, le jour de repos, bon, on met en exergue le jour de repos, on ne parle pas du travail. En fait, tout l'article est construit sur une interprétation biblique. Il y a une différence entre ce type d'article, et puis, mais même concernant le catholicisme, et puis des articles plus sociaux, comme celui que vous écrivez sur les descendants des catholiques de gauche. Là, il y a quand même une différence, non ? Oui, il y a une différence d'approche. Ouais. En fait, quand on a construit la revue, on a avant tout pensé à la différence des approches. L'essentiel, comme je disais, c'est de savoir
ce qui nous unit et ce qu'on veut combattre. C'est-à-dire quel monde on attend, c'est-à-dire un monde plus écologique, plus décent. Et qu'est-ce qu'on veut combattre? On veut combattre la crise anthropologique et écologique. Concrètement, on s'attache à faire reculer le libéralisme là où il nous attaque et travailler sur la question du transhumanisme, des biotechnologies, etc. Donc, c'est ça qui nous unit. Après, les traditions sont très, très différentes et tout mon rôle de directeur, c'est justement d'essayer de faire en sorte que les personnes puissent se mettre autour d'une table sans se taper dessus. Alors, on va y revenir. Avant de reposer effectivement cette question de transhumanisme, qui sera la dernière partie de cette interview, et puis celle de l'écologie intégrale, avec celle de décroissance, notamment cette question. Nicolas Hulot annonçait hier, le ministre de la Transition écologique, annonçait hier que l'objectif de faire du nucléaire 50% de nos ressources électriques d'ici 2025 ne pourra pas être tenu, sauf à utiliser des énergies fossiles. D'où la question que vous posiez à Frédéric Tadei dans le numéro 4, charbon ou nucléaire? Vous n'avez pas le droit de me la poser, c'est vrai, parce que Pourquoi? Précisément, on pose des questions. Alors, c'est des questions insolubles auxquelles nous, pour le coup, on ne répond jamais. En fait, on ne donne jamais de solution dans la revue. C'est très rare qu'on dise. Ou alors, il faut vraiment qu'on soit certain de notre réponse. Ce qu'on donne, nous, c'est des alternatives. C'est-à-dire, on aime aller faire des reportages sur des gens qui vont fabriquer leur propre électricité, etc. Mais pour l'instant, alors on va préparer un dossier sur l'énergie pour l'année 2018. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'on va aller, puisqu'on est tous d'accord ici pour penser enfin dans la revue du moins, on est d'accord pour penser que le nucléaire est une vraie question problématique. Pour tout un tas de raisons, on ne va pas les énumérer. Le charbon est évidemment une économie qui est assez épouvantable. Donc voilà, pour l'instant, on ne répond pas à ces questions. On essaie plutôt de décrire la situation. On essaie de dire, en fait, voilà, si on utilise tel type d'énergie, voilà à quoi ça conduit, etc. Et on ne donne pas des gages, on ne donne pas des bons points à certains, aux Allemands, aux Français, aux Américains. Voilà, on décrit des situations et on essaie de voir ce qui est le plus humain, on va dire. Voilà. Donc je ne répondrai pas à votre question, charbon ou nucléaire. Non, mais je vous posais cette question-là parce qu'en fait, c'est une alternative qui me semble être une alternative beaucoup plus profonde en ce que l'exploitation du charbon irait contre l'idée de décroissance, puisqu'il y a cette idée d'exploitation des ressources naturelles qui amènerait à des crises environnementales, économiques, politiques, voire jusqu'à l'extinction de ce fait. Et des conséquences sociales aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Crise politique. Et c'était au sens large du terme. Et puis, le nucléaire, ce serait en fait contre l'idée de la recherche scientifique. Et ça, on va y revenir. C'est pour ça que je vous pose aussi cette alternative. C'est parce qu'elle me semble beaucoup plus profonde et montrer ici une opposition, une difficulté en fait à synthétiser deux tendances qui sont les vôtres. Ouais. Alors, ce qui est intéressant sur la question du nucléaire, comme on vit avec, on se rend plus vraiment compte de ce que c'est. Gunther Anders, qui est un philosophe qu'on cite assez souvent dans la revue. La honte prométhéenne. Oui, voilà, donc qui était le premier mari de Hannah Arendt. Gunther Anders essayait de montrer déjà, sur la fin de sa vie, dans les années 80, il avait combattu toute sa vie la bombe nucléaire. Il disait c'est marrant, mais enfin, il disait pas c'est marrant. À partir du moment où le nucléaire s'installe dans le civil, c'est une façon pour lui de se dissimuler et de se de comment dire de dissimuler en fait sa capacité de nuisance. C'est-à-dire que la même énergie qui est capable de faire sauter la planète peut aussi dans certains cas être celle qui vous nourrit le soir, etc., vous permet de vous éclairer. Et donc du coup le nucléaire c'est sympa, on se dit voilà, ça nous apporte la lumière, la télé, l'électricité, etc. Et donc c'est une façon dissimulée en fait de voiler la catastrophe en fait. Est-ce que cette façon de voiler la catastrophe, est-ce que ça veut pour autant dire qu'il faut tout rejeter dans l'aspect civil du nucléaire, de l'aide qu'il peut apporter? Est-ce qu'on ne peut pas, parce qu'en fait c'est aussi une question qui se pose à la lecture de votre revue, il y a un rejet clair de la technique. Est-ce qu'on ne peut pas faire pour un retour à l'homme, il y a une sorte de naturalisme intégral que vous défendez, il me semble. Est-ce qu'on ne peut pas, cependant, faire une distinction entre se poser une limite, justement, là c'est le cas, entre différentes utilisations de la technique? Alors il n'y a jamais eu de rejet de la technique dans Limite, puisque précisément tous les technocritiques qu'on cite dans la revue et dont on se réclame sont des personnes qui commencent toujours leur travail par dire
par faire des définitions, c'est-à-dire par distinguer, mettre des limites. La définition, dans votre introduction, vous parliez justement de la borne, etc. Là où quelque chose n'est plus, là où quelque chose perd son nom et devient autre chose. Dans la technique, vous avez un rapport, je ne sais pas vous que je vais vous l'apprendre, mais le mot techné grec vous essaie de nous enseigner qu'il y a d'abord un savoir-faire traditionnel et qu'à partir d'un certain moment, le savoir-faire n'est plus un savoir-faire, mais devient autre chose. C'est-à-dire qu'un outil, par exemple, que vous pouvez manier, un marteau, j'en sais rien, un ciseau, etc., lorsque vous lui donnez une énergie, lorsqu'il a une énergie qui n'est pas de votre fait, c'est-à-dire que vous allez chercher une source extérieure pour le faire fonctionner, dans ce cas-là, ce n'est plus un outil, ça devient une machine. Ça, c'est la distinction que faisait Heidegger. Et donc, toute la distinction qu'on fait, nous, avec les technocritiques, c'est ça, savoir à quel moment on est dans des outils, à quel moment on est dans des machines. Quand vous perdez la main sur un objet, lorsque cet objet n'a plus besoin de vous pour fonctionner, lorsqu'il fonctionne en autonomie, dans ce cas-là, ce n'est plus un outil, c'est une machine. Et donc, nous, on fait toujours la différence entre technique et technologie. Technique s'écrit, alors, on dit soit technologie, soit technique avec un T majuscule pour désigner justement le système technicien. C'est pas la technique du mec qui va raboter un bout de bois ou j'en sais rien. Ça, c'est un savoir-faire. Donc nous, on fait vraiment des distinctions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est, on avait fait un entretien avec José Bové, justement, dans le numéro 6, pour reparler de Jacques Ellul, de son influence, etc. José Bové avait bien connu Jacques Ellul. Donc, pour situer, c'est un philosophe, Jacques Ellul, qui est mort dans les années 90, fin des années 80, et qui a travaillé toute sa vie sur la question justement de la technique, du nucléaire, etc., qui était chrétien, protestant. Et donc Bové me racontait, voilà, quand j'étais dans les ateliers Ellul, dans les années 60, on apprenait à distinguer dans une invention, une innovation, ce qui était bon, ce qui était mauvais, si on pouvait l'utiliser et comment, etc. C'était pas je rejette en masse toutes les innovations, etc. Il y a des innovations qui sont bonnes. La question, c'est de savoir quels sont les critères pour voir... Voilà, quels sont les critères pour savoir si une technique nous rend plus humain ou moins humain. Voilà. Parce que effectivement, cette question de discrimination, est-ce que l'opération chirurgicale est une technique? Il n'y a pas d'utilisation de machine. Cependant, elle est rejetée dans certains cas, dans votre vue, en ce que elle modifie l'homme. Et c'est là où, en fait, vous voyez, je parle de cette borne catholique peut-être. Effectivement. Vous dites, on prend la question. Je vous pose cette question-là, une question pratique. Un aveugle de naissance qu'on rend par une opération voyant. Est-ce que là, on est dans une bonne ou une mauvaise utilisation de la technique? C'est quoi une opération? C'est Jésus qui guérit les aveugles? Je parle d'opération chirurgicale. Oui. Bah, tout dépend. Mais oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Enfin, qu'est-ce que concrètement, par quelle opération, par quel type d'opération, vous allez faire en sorte qu'un aveugle ait une greffe de la cornée, quoi. Voilà, déjà, c'est plus précis. Et donc, vos questions, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous voyez, on se pose pas la question comme ça. Nous, en fait, on regarde. Mais vous me dites que l'innovation, on se pose la question entre les bonnes et les mauvaises utilisations de l'innovation. Pour répondre très clairement à votre question, la vue est quelque chose qu'on a, que les animaux ont de manière innée, c'est-à-dire donnée à la création, quoi. Voilà, vous voyez, la totalité de l'espèce voit immédiatement. Ça n'est pas une augmentation. Donc, quand vous avez la vue, c'est la normalité. Voilà. Ça fait partie encore de la définition d'un être humain. Un être humain voit, sent, parle, écoute, sait entendre, etc. En revanche, un être humain n'a pas la capacité d'avoir un bras qui s'allonge à plus de 2 mètres ou de courir à plus de 50 km/h. Je crois que c'est 38 exactement pour les meilleurs. Voilà, tout ça. La question, c'est encore une fois la question de la description. De quoi est capable l'espèce? Et à partir de quel moment on n'est plus dans le dû, c'est-à-dire ce qui nous est dû, c'est-à-dire la carence. Donc chez Aristote, vous vous souvenez, la carence, c'est ce qu'il manque et qui est dû. C'est pas l'augmentation. La carence, c'est si je suis aveugle, c'est une carence, c'est quelque chose qui me manque, qui manque à mon espèce et qui est bon pour moi.
En revanche, quand vous n'êtes plus dans la carence, c'est que vous êtes dans l'augmentation, c'est-à-dire si demain je me greffe un 3e bras qui me permet de faire plus de choses plus rapidement, ou si je me mets j'en sais rien, moi, compensations musculaires, etc., si je vais trafiquer mes organes pour courir plus vite, etc., a priori, si passer une borne, et c'est là encore la question, je ne suis plus strictement dans mon espèce. D'ailleurs, on a inventé un mot qui s'appelle le cyborg, c'est-à-dire voilà, mi-homme, mi-machine. Donc toute la question est de savoir à chaque fois quand est-ce que j'ai la capacité d'être... quand est-ce que la technique va m'augmenter et quand est-ce qu'elle va juste simplement combler une carence. D'ailleurs, c'est encore le problème de la médecine. La médecine est là pour venir combler un manque et pas pour augmenter. À la base, c'est ça le travail de la médecine. Alors, est-ce que je pense que vous m'avez vu venir. Est-ce que le changement de sexe dans ce cas-là est une augmentation ? Parce que ça ne paraît pas correspondre à cette définition que vous posiez, celle d'une augmentation. Est-ce que le passage d'un statut d'aveugle à voyant, le passage d'un statut d'homme et de femme, n'est pas quelque chose qui est comparable ? Bah non, c'est pas une carence. C'est-à-dire que quand si on naît par exemple avec un sexe d'homme, votre carence, ce ne sera pas de ne pas avoir de bassin féminin et ça ne nous est pas dû dans le sens où vous êtes déjà complet. En revanche, la vue, c'est pas pareil, parce que ça vous est dû. A priori, avoir 2 sexes en même temps, c'est pas quelque chose de... Je parlais pas d'avoir 2 sexes en même temps, hein. Je parlais juste de cette transformation, parce que justement, si on a 2 sexes en même temps, il y a une augmentation. Si on change simplement de sexe, si on remplace le sexe, il n'y a pas d'augmentation. Et pourquoi en fait, d'où vient, quel est le fondement de cette idée de dû quand on parle de la vue ? Bah, c'est la définition de l'espèce. C'est-à-dire, l'espèce, c'est pareil, vous connaissez, c'est quand on parle quand vous donnez une définition, par exemple, vous dites homme, animal raisonnable. Dans animal raisonnable, vous avez les propriétés de ce que c'est qu'un homme, etc. Si vous donnez chien, vous dites canidé, etc. Blablabla. Vous faites une définition. Dans la définition, a priori, est contenu tout un tas d'attributs qui ne vont pas, d'ailleurs, qui ne vont pas vous manquer. Vous êtes toujours un homme si vous êtes aveugle, de même que vous êtes toujours un homme si vous avez 2 bras et 2 jambes en moins. Simplement, vous êtes un homme diminué. Voilà. Non, ça vous convient comme explication ? C'est qu'il y a des choses, il y a des propriétés qui vous sont données naturellement, c'est-à-dire qui font partie de votre espèce. Encore une fois, les 5 sens font partie de votre espèce d'homme. Ne pas les avoir ne vous enlève absolument pas la qualité d'homme, mais en revanche, vous diminue en tant qu'homme. Voilà, ça ne diminue peut-être pas vos vertus humaines, pouvoir peut-être même ça les augmente d'ailleurs, mais ça ne... Et cette définition-là de ce qui manque et de ce qui ne manque pas, elle est faite en fonction d'une idée de la majorité quand même. Enfin, c'est Aristote, alors je ne sais pas si oui, justement, c'est une question de revenir sur Aristote, parce que la femme qui n'enfante pas chez Aristote est monstrueuse, par exemple. Ça aussi, à mon avis, c'est un sujet qui mériterait d'être traité. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Alors, monstrueuse, est-ce que vous connaissez la définition de monstrueux ? Chez Aristote, il y a les jumeaux, l'incapacité à enfanter pour une femme aussi fait partie de cette idée de ce monstre, c'est-à-dire de ce qui est différent du changement naturel. Monstré, le monstre, c'est ce qui est montré. Donc, précisément, effectivement, ça désigne une différence que tout le monde voit immédiatement. Donc oui, on peut dire qu'une femme qui ne peut pas avoir un enfant est un monstre, dans le sens où le monstre chez Aristote, encore une fois, c'est lorsque la nature, c'est dans la physique d'Aristote, lorsque la nature a oublié, entre guillemets, quelque chose qui est dû à la personne. Bon, c'est cette question justement de construction du dû que je voulais vous poser ce matin. Est-ce que j'ai encore le temps, Mathieu, pour une petite question ? Allez, je lis je lis dans le dernier numéro de Limite, Oser le féminisme intégral. Je lis dans le grand éditorial de Fabrice Adjadj, un sexe est toujours pour l'autre sexe. Citant Molière, je dirais que nos pères tout grossiers l'avaient beaucoup meilleur, puisque dans Platon, le mythe des androgynes pose, vous voyez, un autre mythe de base, un autre mythe principiel en fait. Et donc du coup, là encore, est-ce qu'une affirmation telle que celle-ci, un sexe est toujours pour l'autre sexe, n'est pas basée sur des prémices qui sont davantage des bornes que des limites ? Alors, refaites-la moi, là. Ouais. phrase de Fabrice Adjadj dans le dernier numéro. Un sexe est toujours pour l'autre sexe. Ouais. Bon.
là, c'est basé sur en fait l'idée de, il y a le rapport à la Genèse, Adam et Ève, création d'une espèce selon deux sexes. Bon, d'accord. Cependant, il y a d'autres conceptions principielles, notamment celle d'Aristophane dans le Banquet de Platon, qui est ce mythe dans l'androgyne. Ouais. L'espèce humaine est à la base trois espèces, une espèce divisée en trois sexes, on pourrait dire. Hein. Enfin, vous connaissez le mythe. Voilà. Alors du coup, je pose cette question. Vous voyez de la relativité du principe. Est-ce qu'on peut affirmer quelque chose comme ça à partir de ce mythe ce que je veux dire par là, c'est au moment où on ne donne pas au mythe d'Adam et Ève une qualité scientifique, mais une qualité mythologique, ou mythique plutôt, mythique, en ce qu'il fonde en fait une certaine vision du monde. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers cette espèce on choisit un principe qui n'est pas présenté et qui ne peut pas arriver à cette affirmation qu'un sexe est toujours pour l'autre sexe avec ce présent gnomique. Oui, alors dans les faits, le mythe d'Aristophane, je l'ai jamais vraiment rencontré. C'est quelque chose. D'ailleurs, je crois que Socrate, si je dis pas de bêtises, offre une critique du mythe d'Aristophane, je sais plus comment, mais ça remonte. Donc dans les faits, le mythe qu'on rencontre le plus souvent dans la nature, c'est plutôt celui d'Adam et Ève, de la déchéance de l'humanité justement, parce que ce qui est important de bien comprendre, c'est que entre la vision grecque et la vision chrétienne, il y a vraiment une différence fondamentale. Dans la conception des sexes, des genres, c'est qu'il y a une violence chez l'homme et la femme dans la conception chrétienne. Il y a une violence, il y a quelque chose qu'on ne saurait jamais résoudre, alors que dans la conception d'Aristophane, il y a une fusion, une unité. Il y a un peu un mythe romantique avant l'heure. Cette unité, en revanche, on ne la trouve... Enfin, je ne sais pas vous, mais... l'humanité jusqu'ici a dit qu'il n'y avait jamais d'amour parfait, de fusion totale entre l'homme et la femme. L'actualité le démontre parfaitement. Il y a quelque chose de violent entre les deux sexes. C'est plutôt ça qu'on rencontre le plus souvent dans la nature, comme dit Aristote. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il me semble que le mythe chrétien éclaire sur ce point-là, en tout cas, beaucoup plus la réalité, ce qui nous entoure, la situation actuelle que le mythe d'Aristophane, qui est plutôt, je dirais, peut-être ressemble un peu plus au paradis, etc., quelque chose d'idéal, plutôt qu'à quelque chose qu'on rencontre absolument. Dans cette violence de la division humaine, elle est aussi présente chez Aristophane dans le moment de la séparation, le moment où en fait ces androgynes vont essayer de grimper sur l'Olympe. Il y a aussi cette violence de la séparation qui est principielle en fait, en quelque sorte. Oui, alors ce qui est intéressant, encore une fois, pour terminer sur ce point-là, dans la vision chrétienne, c'est l'asymétrie entre les genres, c'est-à-dire l'homme et la femme ne sont pas un complément, c'est pas la clé et la serrure, c'est pas uniquement ça, c'est pas la combinaison parfaite. Vous voyez ce qu'on a chez Aristophane. L'homme et la femme sont asymétriques chez les chrétiens, c'est-à-dire il y a une fusion qu'on ne trouvera jamais totalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on peut éclairer, je prétends pas résoudre le problème de l'humanité ce matin, mais je pense qu'on peut éclairer quand même beaucoup de situations conflictuelles entre les hommes et les femmes en se disant que de toute façon il y a une asymétrie. Vous savez, aujourd'hui dans les conceptions, dans les gender studies, on essaie systématiquement de penser l'homme et la femme comme des interchangeables, comme si l'un pouvait devenir l'autre, etc. En réalité, il y a une incommensurabilité entre l'homme et la femme. Il y a une similitude d'espèce, c'est que les deux sont des êtres humains, mais il y a une incomplémentarité fondamentale, c'est-à-dire que c'est pas une question de tâche ménagère, vous voyez, c'est pas l'homme va faire ci, la femme va faire ça, et on peut alterner. Non, ça se passe pas comme ça dans la réalité, il y a une vraie asymétrie. C'est-à-dire qu'on ne pense jamais les choses en même temps, on ne les vit jamais en même temps, etc. Donc je pense que ça nous éclaire beaucoup plus que l'idéal romantique d'une fusion totale parfaite entre l'homme et la femme, qui sert beaucoup à Hollywood en effet, mais qui ne... L'homme et la femme, c'est ça. Ouais. Bon, donc bien sûr, là, on a parlé du sujet en fin d'interview, de la vision du sexe, de la différence des sexes, mais il y a beaucoup plus dans la revue Limite. On parle effectivement. Ah oui, il y a beaucoup mais plus. Oui, mais c'est important de le dire parce que je pense que c'est une revue qui est extrêmement motivante pour l'esprit. Il y a beaucoup plus sur l'écologie, sur les relations humaines de manière plus générale. On n'a pas parlé notamment des solidarités locales que vous remettez en avant. Ça, c'est un point qui semble intéressant sur les idées de décroissance. J'aimerais prolonger ce débat, mais on me fait signe que c'est terminé. Vous écoutez la fable de Miss Fontaine
qui est en fait Miss Fontaine de cette semaine et la sœur de Miss Fontaine de d'habitude. Même père, mais pas même voix. Merci Morgan. Et oui, on est un peu en carence de micro ce matin. Alors, pour cette première fable, donc en rapport avec notre invité Paul Picaretta. Maître Corbeau, sur un kiosque figé, tenait en son bec un journal. Une pie, Caretta, à la vue de ce jet, lui tint ce discours intégral. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez bio. Bien loin de toute médisance, vous êtes le héros de la décroissance. Grand défenseur de l'économie circulaire, volé jusqu'aux contrées agraires, ravitaillé par les corbeaux, et encore à l'abri de ces circuits globaux. Apprenez donc, vous, chers ulmites, qu'écologie ne rime pas avec gabegie, mais avec magie, synergie, sexologie. Je m'arrête, je dépasse les limites. » Une réaction, Paul Picaretta. Oui, non, je pense que c'est bien résumé. Mais bon, on n'a pas la morale de l'histoire quand même. Ça, je l'attends. Je reviendrai du coup l'année prochaine pour la morale. La morale de l'histoire, ou en tout cas les questions que la morale pose, c'est dans Limite, le dernier numéro, je le monte, numéro 8, Limite, oser le féminisme intégral. Merci Paul Picaretta d'avoir été mon invité ce matin et l'invité de la matinale de l'ENS. Et merci pour votre invitation. Bonne journée Mathieu, désolé d'avoir un peu dépassé. Merci beaucoup Morgan, merci Monsieur Picaretta d'être venu.